got this song up inside of me, in a world I don't wanna say, just the same damn thing. What's your height, what's your age, what's the price of your wage? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Been working too hard for this shit to not pop, so we about to get it poppin' now. Quiet life of desperation, so I'ma have to live a little louder. And no, I ain't gonna end up like the man trying to figure out the man who gotta figure it out. I just bought me a new condo, and in the same year I moved back home. Guess the 20s ain't as friendly as the place where you were born. Anytime you reach for something, they claim that you need nothing to satisfy your soul, but all the good stuff's bought. Hello mes petits macarons aux oignons, j'espère que vous allez bien. Venez, entrez, je vais vous présenter mes nouvelles bibliothèques. On va faire ça de façon assez classique, on va passer d'une étagère à l'autre pour que je vous présente les univers, la façon dont j'ai organisé le classement, le rangement, les petits bibelots que j'y ai adjoints, les quelques difficultés que j'ai rencontrées. Et on va commencer devant cette toute première bibliothèque devant laquelle je me trouve actuellement, puisqu'il s'agit de ma bibliothèque des livres non lus, autrement dit ma balle, ma bibliothèque à lire, parce qu'on ne peut plus parler de pile à ce stade-là. Et si je commence par là, c'est déjà parce que c'est la première étagère qui se trouve dès qu'on entre dans le bureau, mais aussi et surtout parce que c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce qu'après avoir tout mis en carton et tout voulu ranger, je me suis rendu compte qu'elle est débordée dans tous les sens. C'était intenable, c'était inclassable, il y avait vraiment trop de livres, dont certains qui ne me faisaient plus spécialement envie. J'ai donc fait un tri et me suis séparée d'un certain nombre de titres. Vous vous en doutez bien, étant en plein déménagement, débordée de travail et maman, je n'ai pas une once de temps ou d'énergie à consacrer à imprimer des centaines de bordereaux, à réaliser moi-même les envois dans plein de petites enveloppes que je vais ensuite devoir dispatcher dans différents points relais, colis, bureaux de poste et autres. Et je n'ai pas non plus le temps de faire la tournée des popotes, que ce soit les boîtes à livres ou les copines, pour les donner gratuitement. D'autant plus qu'avec l'argent investi dans les travaux, mon budget livre du moment est quasi inexistant, donc une source de revenus complémentaires pour me permettre de continuer à acheter mes livres n'est pas de refus. C'est la raison pour laquelle je vais revendre les livres que j'ai mis de côté au moment du rangement de ma bibliothèque sur la Bourse aux livres, le sponsor de la vidéo du jour. Grâce à leur application hyper intuitive et facile à prendre en main, je scanne le code barre des livres dont je souhaite me séparer et hop, je sais d'office combien ils valent. Le gros avantage de la Bourse aux livres, en plus d'être une entreprise française, c'est que l'équipe met tout en œuvre pour optimiser et rallonger au maximum la vie d'un livre, alors ils reprennent tout ce que vous avez en stock. C'est une bonne nouvelle pour votre portefeuille et la planète, et ça, on adore. Une fois la vente validée, vous imprimez votre bordereau, hop, direct dans un seul et unique carton. Gain de temps extrême, on apprécie également, et c'est parti pour le relais colis. Une fois que votre livre a trouvé preneur, l'argent arrive directement sur votre compte. Mais si comme moi vous destinez cette somme à racheter des livres, histoire d'entretenir une boucle vertueuse, le montant total de vos gains peut vous être versé immédiatement sous la forme d'un bon d'achat utilisé sur le site de la Bourse aux livres. Un bon d'achat automatiquement abondé de 20%, encore plus de nouvelles lectures en perspective. Avec ce carton, j'ai fait place nette et en plus, je devrais empocher à peu près 46,12 €, de quoi me faire plaisir avec la rentrée littéraire qui s'annonce. Alors à vous de mettre le nez dans votre bibliothèque pour y dénicher quelques titres qui prennent la poussière et qui feraient le bonheur d'autres lecteurs et d'autres lectrices. Qui va se lancer? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Encore mille merci à la Bourse aux livres pour leur engagement et leur confiance, et c'est parti pour le Bookshelf Tour. Cette bibliothèque à lire, je l'ai organisée différemment de ce que j'avais mis en place dans l'autre appartement, à savoir que tout en haut, vous allez retrouver mes services presse graphiques qui pour l'heure côtoient des services presse pas du tout graphiques parce que j'ai pris un petit peu de retard dans mes lectures, mais ça va se corriger d'ici la rentrée. Et à côté, j'ai calé toute ma pile à lire anglaise avec mon dernier petit achat, à savoir A Novel Love Story qui est écrit par Ashley Poston. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo bilan de mi-année parce qu'il était très bien placé dans mon radar livresque. J'ai donc fini par craquer, même si je ne manque pas de lecture VO à me mettre sous la dent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un doux euphémisme parce que vous le voyez, elle est quand même assez replète mine de rien,
avec des choses que vous avez vu passer dans bon nombre de piles à lire, notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que celui-ci me fait toujours très envie et j'espère que 2024 sera son année. On passe à l'étage du dessous qui est juste derrière ma tête avec mes services presse papier non graphique cette fois-ci, et vous remarquerez peut-être rapidement qu'il y a deux éditeurs qui se partagent une bonne partie de cette étagère, à savoir les éditions Nami, parce que je fais partie de leur club de lectrices partenaires pour l'année 2023-2024 et qu'ils nous envoient beaucoup de titres, et que je suis gravement à la bourre parce qu'entre les épreuves non corrigées et tout le reste, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à suivre parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup trop de choses à faire. C'est un partenariat pour lequel je ne suis pas rémunérée, donc c'est plus quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand je peux le caler entre des lectures un petit peu plus importantes, ce qui explique quand même le nombre de livres assez conséquents qui sont signés chez eux. Sinon, vous voyez pas mal de titres des éditions de l'Iconoclaste. Pour le coup, j'ai reçu les 3 titres de leur rentrée littéraire, à savoir Tombé du ciel, Les hommes manquent de courage et Célèbre, que je vais défoncer pendant les vacances. Eux, on les a unboxés ensemble sur Instagram parce que ce sont également des titres de la rentrée littéraire, mais des éditions Gallmeister cette fois, avec Les enfants loups, Au crépuscule, 11% et Les égarés. J'ai très honte de l'avouer, mais 1000 pertuites de Julia Thévenot, publiées chez Gallimard Jeunesse, est toujours sur mon étagère des services presse non lus. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai fait 2 faux départs, non pas parce que j'aime pas, mais parce qu'à chaque fois, j'avais d'autres livres à lire en priorité. Mon marque-page est toujours dedans, mon envie est toujours présente, j'adore Julia Thévenot, je vous le dis, je vous le répète à chaque vidéo, dès que je peux citer son nom, je ne me gêne pas. Et je sais que je vais aimer cette histoire de magie apparemment qui renouvelle et dépoussière le genre parce qu'elle est très liée au corps et je crois au nombril. Ce qui est peut-être la raison pour laquelle je freine des 4 fers, parce que je suis phobique des nombrils, je trouve ça dégueu, j'ai beaucoup de mal, je peux pas les toucher, les regarder, ça me met un peu mal à l'aise. Mais je fais confiance à Julia pour m'aider à surmonter ce traumatisme. Si on continue à descendre, on quitte les rivages de mes services presse, heureusement, pour rentrer sur celui de mes lectures plutôt orientées fantasy, avec beaucoup de young adultes et aussi un peu d'adultes tout simplement. Je vais pas tous vous les faire, mais vous avez les incontournables. La peur du sage de Patrick Rothfuss. Je suis un peu en peine pour poursuivre parce que j'ai adoré le premier volume, mais je l'ai lu il y a quelques années et j'en ai trop peu de souvenirs pour enchaîner de façon fluide. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me recale la lecture de son grand frère, je vous l'attrape tout de suite, qui est quand même un bon gros bonhomme assez épais. Je crois qu'en plus c'est, oui, c'est pas écrit très large, donc il faut que je me recale dans mon emploi du temps cette relecture pour pouvoir enchaîner. Et vous connaissez la musique, les relectures c'est pas quelque chose que je m'autorise beaucoup à faire. J'ai trop de travail, trop de choses à faire, trop de choses à découvrir, trop de contenu à créer, donc c'est un petit peu délicat, mais promis, un jour je vais poursuivre parce qu'en plus ça existe en version audio, donc ça peut être une façon de m'y remettre et ensuite d'enfin découvrir La peur du sage. Celui-ci, je suis très contente de vous annoncer que c'est ma prochaine lecture audio parce que je pars ce week-end. Demain, je ne sais pas encore exactement, chez mes parents pour une dizaine de jours de vacances avec Mia. Et dans la voiture, puisqu'il y a quand même 7 heures de trajet, j'ai bien prévu de lire Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Je l'avais commencé en papier, j'avais lu une 30aine de pourcents, je me régalais. J'ai calé, donc la version audio va me permettre d'enfin commencer cette saga. Non, je n'ai toujours pas lu Threads of Power, mais pareil, il est disponible en audio, donc peut-être qu'un jour on va finir par y remédier. Battlestar Botanica, j'aimerais bien qu'il passe à la casserole avant que je me procure le nouveau titre de l'autrice qui sort également chez Sarbacane et qui va nous livrer l'histoire d'une femme émancipée dans un contexte un peu cow-boy, si mes souvenirs sont bons. Un autre titre de cette pile à lire interminable que j'aimerais bien picorer un peu tout au long de l'été, j'allais dire, enfin en tout cas de ce qu'il reste de l'été, c'est Solarpunk vers des futurs radieux, qui est un recueil de nouvelles collectif publié aux éditions des Moutons électriques. Le Solarpunk, vous savez que c'est un genre de SF d'anticipation positive dont la queen, la figure phare, c'est Becky Chambers. Et là, je crois que ce sont des auteurisses uniquement francophones. Je l'ai vu en librairie, je me suis dit ça ma fille c'est pour toi. Et comme les choses sont bien faites, il est rangé justement à côté du 4e et dernier tome de la saga des voyageurs de Becky Chambers. La vie est belle. Bien entendu, sur le reste de la bibliothèque, ce ne sont que des choses à lire, avec un petit coin dédié à mes graphiques, un autre avec mes grands formats plutôt contemporains adultes, mes poches, de la romance, ensuite on passe à ma pile à lire manga,
encore des poches et des semi-poches. Comme vous le voyez, j'ai un peu de pain sur la planche. Je crois qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on en est à peu près à 170 titres inclus dans ma pile à lire, ce qui fait du monde, mais pour l'instant en tout cas je ne me sens pas oppressée, je ne me sens pas opprimée, ni quoi que ce soit, je suis juste contente d'avoir du choix. On continue, on se décale sur ce meuble bibliothèque qui se trouve à gauche de mon bureau, qui est maintenant qu'on a passé le stade pile à lire, principalement dédié à tous mes livres adultes, qu'ils soient de l'imaginaire, contemporain, historique, essais en format poche ou grand format. J'ai vraiment essayé de condenser, de séparer l'adulte derrière moi, la jeunesse en face, avec une exception pour les mangas que je vous montrerai dans un instant parce que je voulais quand même qu'il y ait une mangathèque, je voulais qu'il soit mis en valeur. Dans l'autre appartement je n'avais pas trop de place, donc il y avait des piles sur des piles, des couches sur les couches, ce qui les rendait à la fois invisibles et inaccessibles, chose très frustrante pour quelqu'un qui lit autant et qui en consomme autant que moi. Mais pour l'heure je vous propose qu'on se concentre sur l'étagère qui est derrière moi et qui est principalement consacrée, comme je vous le disais, à l'imaginaire jusqu'ici, young adulte puis adulte. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est mes contemporains et un étage de graphiques parce que ça n'a pas trop changé. Les graphiques sont toujours ma façon préférée et favorite de caler et de combler le fond de mes bibliothèques. J'avais réfléchi à faire une BD tech comme je voulais une mangathèque, sauf qu'il y a tellement de formats différents dans la BD que j'aurais dû créer des étagères un peu de briques et de braques, enfin en tout cas qui aurait été asymétrique, dissymétrique par rapport au reste de la pièce, et visuellement ça aurait donné quelque chose d'assez peu flatteur pour l'œil et de très bordélique. Donc je me suis abstenue et je suis partie vraiment sur le même principe que pour l'ancien appartement. Et si vous voulez vous le remettre en tête, je vous avais fait une vidéo bookshelf tour bien évidemment quand j'avais emménagé l'année dernière. Je vous la remettrai en fiche ainsi qu'en barre d'infos si vous voulez pouvoir comparer, ça peut être rigolo, d'autant que je vous y présentais pas mal de titres à la volée comme ça dès que j'en voyais un qui m'attirait l'œil. Donc ça peut être l'occasion aussi de refaire le plein des lectures. Là-haut j'ai tout ce qui est ACOTAR, Force Wing, Le Prieuré de l'Oranger, la saga que j'adore, Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. J'ai également des petites choses dans ce goût-là, à savoir Legends Enlaté et bien sûr Éducation meurtrière de Naomi Novik que je conserve alors que j'ai abandonné la saga. J'ai calé je crois avant la fin du tome 2 parce que j'adorais le principe, j'adorais la tonalité, mais comme c'est toujours dans la surenchère, dans le plus, dans le toujours davantage spectaculaire, les dynamiques et les enjeux ne varient jamais. Mon intérêt s'est émoussé, mais j'ai quand même un très bon souvenir de ce premier tome, donc je le garde précieusement. Force Wing, je ne vous en ai pas encore parlé, mais je suis à jour pour l'instant dans la saga puisque j'ai lu le deuxième tome qui a été traduit en français. Je me suis une fois encore régalée. En fait c'est rigolo parce qu'il y a vraiment eu exactement le même schéma que pendant ma lecture du premier tome, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à rentrer dedans, je comprenais pas ce que je venais faire là. Ensuite je l'ai dévoré de façon compulsive tout en ayant parfaitement en tête tous les défauts de la narration parce qu'ils sont ô combien nombreux. Et ensuite j'ai été gênée, frustrée, voire en colère par la fin. C'était le cas dans le premier volume, c'est toujours le cas, voire même encore plus dans celui-là. Je ne sais pas dans quelle direction on va partir, mais je sens que ça va pas du tout me plaire. J'achèterai le 3 parce que globalement c'est quand même un univers très accrocheur, mais j'attends le triste au tournant. L'étage en dessous, on monte d'un cran en termes de tranche d'âge, si ce n'est peut-être Tress de la mer émeraude de Brandon Sanderson qui navigue un peu dans des flots tumultueux et nébuleux. On ne sait pas exactement si c'est plutôt de la jeunesse, plutôt de l'ado, plutôt de l'adulte. Moi j'oscillerais presque avec de l'adulte humoristique qui flirtouillerait un peu avec le style Terry Pratchett, ce qui le rend totalement accessible parce que il se passe jamais des choses trop dramatiques et les enfants ne seront pas complètement largués, même si le rythme leur paraîtra sans doute assez lent. Là vous avez mon petit coin La Talente qui grandit petit à petit mais qui est pour l'instant à plus de 80% constitué de Becky Chambers, mais j'assume, ça me va complètement. Et petit fait rigolo, j'ai remis dans ma pile à lire la suite de ce premier tome qui est une novella signée par Niveau qui s'appelle L'Impératrice du Sel et de la Fortune. C'est une saga qui s'appelle Les Archives des Collines Chantantes et qui fonctionne plus ou moins toujours sur le même principe, à savoir qu'un moine archiviste copiste va se rendre quelque part sur la carte pour recueillir des témoignages et pouvoir les consigner pour les archives. J'avais beaucoup aimé ce premier volume même si je n'avais
pas tout saisi, très sincèrement, c'était assez nébuleusement hypnotique, mine de rien. Donc j'avais décidé de le conserver, mais de ne pas nécessairement me diriger vers la suite. Sauf que quand j'ai compris que visiblement chaque tome était créé différemment d'un point de vue stylistique, narratif, avec des prismes et des angles qui étaient assez novateurs et intéressants, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là. Là on a les deux seuls représentants de ma collection Forge de Vulcain à l'heure actuelle, mais ce sont deux coups de cœur, donc ça valait le coup de les montrer. Ceux-là, je vous les montre non seulement parce que je me suis régalée en les lisant, puisqu'il s'agit de la trilogie saga Evie Wild, publiée aux éditions MXM Bookmark, mais je me permets aussi de vous les montrer à l'écran parce que ce sont sans doute les couvertures les plus kitschouilles que j'ai actuellement dans mes bibliothèques. Je les trouve mochement attrayantes, je sais pas pourquoi elles me font cet effet, je les adore, je les déteste, et puis j'ai un petit problème avec les éditions MXM Bookmark, c'est que leurs bouquins coûtent la peau des fesses. On était déjà entre 25 et 30 € pour un tome avant la crise du papier et ça ne s'est pas arrangé, alors que d'un point de vue fabrication, mise en page, on n'est pas sur quelque chose que je trouve très quali, et pourtant ils ont des textes et des auteurices franchement très sympas et leur ligne édito est très cool, donc je les aime, mais les objets livres, c'est pas ce que je préfère avoir dans ma bibliothèque, clairement. Regardez ce petit gicloun, la qualité d'impression de la couve est telle qu'on a l'impression que ça a été fait sur une imprimante de bureau classique, sur du papier qui aurait un peu avalé les couleurs. Franchement, je suis très déçue qu'il ait un tel écrin, alors que ce texte est vulgaire et bas du front et sous le niveau de la ceinture au possible, mais je l'aime d'amour. À titre de comparaison, les éditions Scriénéo ne font pas un effort incroyable non plus sur la fabrication. Il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de pelliculage, c'est quelque chose de très simple. Leurs brochets sont très floppy, mais ils font quand même un minimum attention à leurs couvertures, qui sont souvent signées par Aurélien Polis, pour notre plus grand bonheur. Bien sûr qu'il fallait un étage quasi dédié à mes Robin Hobb, et vous allez vous dire que je ne les ai pas tous, ce qui est totalement vrai parce qu'entre ceux que j'ai écoutés en version audio et ceux que j'ai lus en version numérique, je suis en retard dans ma collection papier, sachant que ce sont des intégrales qui ne sont pas non plus données. J'y vais au compte-gouttes et je guette les exemplaires d'occasion. Comme ils sont toujours plus bas dans mes bibliothèques, c'est ceux sur lesquels je m'attarde le moins en général dans les bookshelf tours, donc je me suis dit que j'allais descendre le trépied pour me mettre vraiment à leur hauteur et vous parler un petit peu de mes contemporains adultes. Il y a un petit peu de tout qui, globalement, comme le reste de ma bibliothèque, en tout cas dans son immense majorité, organisé par maison d'édition et par auteurice. Là vous avez par exemple quelques piquiers en grand format parce que j'ai toujours eu un peu un dilemme entre vraiment garder l'intégralité de la maison d'édition ensemble, quitte à mélanger les grands formats et les poches, mais d'un point de vue purement esthétique ça me défrise donc j'ai vraiment séparé les grands formats et les poches. À terme, d'ailleurs, les poches sont vouées à quitter cette bibliothèque-là pour monter d'un étage dans la maison. Pour l'instant, la bibliothèque en question n'est pas installée, n'est pas créée. Je vous la montrerai en temps et en heure parce que je sais que c'est un projet qui va vous plaire énormément puisque c'est une création vraiment 100% fait main imaginée par mon mari et qui va apporter un petit je ne sais quoi à notre étage qu'on a très hâte de mettre en place, mais pour l'instant il y a d'autres priorités. En tout cas, ça fera l'objet je pense d'une vidéo, mais pour l'heure, ça explique que mes poches soient d'un côté, les grands formats de l'autre, en dépit de mon classement par éditeur. Tout ça pour vous dire ça. Donc là vous avez mes 3 éditions piquier, dont une immense déception et un coup de cœur côte à côte. Donc l'immense déception c'est Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito qu'on a lu pour le mois d'avril sur le book club Patreon. Et j'ai pas du tout apprécié, pourtant c'était pas le premier de l'autrice que je lisais. J'avais beaucoup aimé la papeterie Tsubaki que j'avais découverte en version audio. Et là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai trouvé l'héroïne neurasthénique insupportable, très manipulatrice. Il y avait des relents de racisme complètement assumés.
et en même temps des scènes complètement surréalistes. Pour vous dire, en gros c'est l'histoire d'une femme qui va se faire plaquer assez violemment du jour au lendemain par son fiancé et elle va retourner dans son village d'enfance pour y ouvrir un restaurant. Mais non seulement elle s'est fait plaquer, mais c'est surtout que son mec du jour au lendemain a vidé l'intégralité de leur appartement et s'est barré avec ses affaires à elle. Et plutôt que de se mettre en colère ou d'essayer de rattraper le coup, de se dire bah ok gars tu veux partir, je suis très triste mais rends-moi mes affaires, rends-moi ce que j'ai payé. Moi ça m'arrive, certes je serais très triste, mais avant de pleurer, je viendrais harceler le gars pour récupérer mes biens en fait. Il est hors de question que tu te barres avec mes affaires de cuisine, avec mes meubles, avec mes vêtements, enfin je veux dire c'est hors de question. Et elle ne fait rien, elle va juste fermer la porte de l'appartement, prendre un ticket de bus et aller chez sa mère qu'elle déteste et qu'elle va essayer de voler. Et en gros elle va essayer de lui piquer toutes ses économies et se faire pincer, se dire bon bah ok bah du coup je vais rester là et je vais ouvrir un restaurant avec l'argent qui n'est pas le mien et en exploitant un ami d'enfance à qui je n'ai pourtant jamais donné de nouvelles depuis toutes ces années où j'étais en pleine ville, et je vais créer mes petits plats dans un coin et puis on va s'occuper du cochon de la famille à qui va arriver des choses horribles parce que vraiment si vous aimez les animaux, ne lisez pas ce bouquin, il y a des scènes très explicites et très détaillées et surtout qui durent et avec lesquelles je n'étais pas d'accord parce que certes je mange de la viande donc je suis hypocrite avec mon ouin 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 faut pas faire du mal aux animaux, mais là il y a une vision de la chose qui est défendue bec et ongle et qui me fait frémir, pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord. En revanche on aime toujours autant l'été de la sorcière que je vous ai présenté dans mes recos estivales donc je ne vais pas m'apesantir, mais cœur sur lui. Vous avez pas mal de Anna Gavalda, je vous sors le grand format, mais vous avez aussi, hop, ah non il y en a jusque là, tous les semi-poches, parce que c'est une autrice qui a énormément compté dans ma vie de lectrice. À une certaine époque, j'ai tout lu et de toute façon maintenant elle n'écrit plus je crois, enfin, en tout cas j'ai pas vu passer de titre d'elle depuis fort longtemps et pourtant Dieu sait que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Alors certains la rangent dans les romans de gare comme les auteuristes un peu commerciaux comme Catherine Pancol que j'ai aussi beaucoup aimé à une période, mais moi Anna Gavalda elle me touche, elle a cette patte, je ne sais quoi, cette attention portée sur les petits détails et beaucoup de pudeur et d'émotion qui se dégagent de sa plume. Bref, Anna Gavalda je l'aime, donc j'ai tous ses livres dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a l'un des seuls cozy mystery que j'ai lu et gardé parce que je l'ai trouvé très chouette, assez prévisible mais relativement drôle, pas problématique et surtout cette crispation parce qu'il y a une pointe de romance à l'intérieur qui n'est absolument pas résolue à la fin de ce premier tome. Le deuxième a été annoncé pour fin de l'automne je crois, donc je serai au rendez-vous et sincèrement si vous cherchez un petit cozy mystery avec toujours cette trope de on retourne dans son village natal parce que un membre de la famille a disparu nous laissant toutes ses possessions et puis des petites vieilles qui vont commencer à mourir à droite à gauche et notre grand amour, en tout cas grand ami avec qui s'est jamais rien passé même si on aurait aimé, qui refait surface. Bref, tous les tropes déjà connus et culés mais franchement bien maniés. Il y a des scènes assez drôles, notamment un combat à coups de poing. Moi ça m'a bien plu, ça m'a bien diverti et je vous le dis, je serai au rendez-vous. Deux romances que j'ai lues cette année, une grand succès, l'autre beaucoup moins mais je vous en parlerai dans un update lecture donc je ne vais pas m'apesantir. Quelques éditions d'amis que j'ai lues dont une qui restera un petit peu spécial à mon cœur puisque je suis à l'intérieur du bouquin, puisque dans le cadre du partenariat dont je vous parlais tout à l'heure quand on faisait le tour de ma pile à lire, vous avez la possibilité de lire les épreuves non corrigées des bouquins à paraître et si vous les chroniquez et que vous donnez votre avis suffisamment tôt, vous avez une chance de vous retrouver sur la page finale qui regroupe quelques petits éléments de contexte rédigés par les partenaires et donc je suis dans celui-ci qui est un roman japonais dédié à la cuisine dans laquelle va venir quand même s'imbriquer beaucoup d'émotions et j'avais été très charmée, très saisie parce que ça donne très faim et puis il y a ce je ne sais quoi de soin apporté à la fois aux tasses, à l'alcool qui va accompagner les plats, à l'agencement des entrées et de ce qui se mange ensemble en fonction de la demande des clients, en fonction de ce qu'ils sont venus y chercher presque inconsciemment. Sincèrement, ça ne paye pas de mine, mais malgré tout, c'est un roman qui donne faim et qui est une belle ode à cet art, à ce souci du détail, de la beauté, de l'esthétique et de l'harmonie japonais
très chouette. Ensuite vous avez ma collection d'Iconoclast qui a grandi par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Il y a bien sûr le magnifique Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes. Où va le livre quand il tombe? Où vont les larmes quand elles sèchent? Vous savez que j'ai adoré ce texte. Les Adeline Dieudonné, une de mes autrices belges chouchoutes. Et vous avez l'une de mes dernières lectures que je vous ai chroniquée en post sur Instagram, à savoir Mon mari de Maud Ventura, qui a été un voyage littéraire très intéressant. Je vous conseille d'ailleurs la version audio, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et j'ai aimé ce côté complètement glauque et décalé et glaçant d'une relation dans ce qu'elle peut avoir de plus abusif et néfaste et pernicieux. Franchement, un premier roman assez détonnant. Les Julia Carny donc que je conserve, et le premier titre que j'ai lu chez cet éditeur et qui m'a transcendé, Le merveilleux Neverland de Timothée de Fombelle. L'étage du tout, on est toujours sur les contemporains adultes avec pas mal de titres que vous avez déjà vu défiler dans bon nombre de vidéos sur la chaîne. Je vais pas m'arrêter dessus, enfin, je veux dire, vous voyez Elisabeth Zott, les Chroniques de San Francisco, vous allez voir le I Am de Maggie O'Farrell que je cite à chaque fois que vous me demandez des recommandations personnalisées sur des textes écrits par des femmes très puissantes. Franchement, celui-ci c'est une merveille. Si vous me demandez un livre qui fait pleurer, je vais vous ressortir à chaque fois Les derniers jours de Rabbit Haze. Après, j'ai aussi des choses dont je vous ai moins parlé et que pourtant j'ai adoré, comme Les Confessions d'un sorcier de Tom Felton, qui est une autobiographie avec quand même pas mal de petites illustrations, beaucoup d'anecdotes bien sûr autour de Harry Potter parce que ça a été une grande partie de sa vie, mais aussi les liens avec sa famille et l'après Harry Potter, parce que malgré tout il était quand même moins présent sur les plateaux que le trio de tête, donc ça a eu un impact un peu différent sur sa vie, mais impact quand même. Et il nous raconte aussi tout son combat avec l'alcool, avec l'addiction, chose dont je n'étais absolument pas au courant et qui est très bien traitée, très honnête, très franche. Franchement, on sait que c'est une lecture commerciale, on n'est pas là pour le côté littéraire de la chose, mais c'est une chouette autobiographie. Et quelqu'un sur Instagram me demandait il y a pas longtemps quel était mon essai littéraire préféré. Et je sais que je le cite à chaque fois, mais c'est Comme un roman de Daniel Pénac que j'ai annoté, que je relis très souvent, que j'aime d'amour. Mais autre essai que je vous ai également mentionné dans la dernière vidéo, donc je passe rapidement dessus, c'est Passage piéton de Laurence Brill, qui s'intéresse à la marche en tant qu'élément physiologique, mais aussi philosophique, sociologique. Très court, mais franchement instructif. Et encore en dessous, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la première rangée de BD adultes. Et comme j'ai également eu la question sur Instagram de savoir quels étaient mes graphiques préférés, vous savez quoi, je vais regarder très rapidement, je vais vous en sortir quelques-uns. On va commencer peut-être avec Le cœur des femmes, bien évidemment. Le merveilleux Emma G. Walford. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Le jardin Paris de Gaël Guenillet. Le prince et la couturière de Jen Wang, qui va d'ailleurs sortir un nouveau roman graphique. Je ne suis qu'impatience. Et je sais que je radote, mais tous les bouquins de L'Homme étoilé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Poursuivons avec la partie angle de cette bibliothèque qui est consacrée majoritairement aux lectures VO, aux poches, aux graphiques et aux mangas. Les lectures VO, il y a 3 petits qui leur sont consacrés. Le casier du dessus, il est plutôt consacré à tout ce qui est contemporain. Et ceux d'en dessous à l'imaginaire. Et si vous êtes physionomiste, vous êtes peut-être en train de vous dire que entre ce qui me reste à lire et la place disponible, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça que les poches qui sont juste en dessous sont vouées à monter d'un étage. Donc quelque part, on va s'y retrouver. Et puis le temps, franchement, que je lise toute ma pile à lire VO, on a de quoi voir venir. J'ai un peu envie de vous glisser une info exclusive parce que pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, qui suivaient les vlogs, vous vous souvenez sans doute de ce fameux projet secret dont j'étais éditrice quand je bossais aux éditions Delcourt et que je ne pouvais pas vraiment partager avec vous parce que c'était quand même assez lointain, la sortie a été beaucoup repoussée, etc. Entre temps, j'ai quitté l'entreprise, mais le premier tome était déjà bouclé, terminé, achevé quand je suis partie. Et je suis très contente de voir qu'il va enfin logiquement sortir. Je ne sais plus si c'est prévu pour le mois de septembre ou pour le mois d'octobre. Je vous dirai seulement que voilà. Si vous aimez Fangirl, surveillez les publications des éditions Delcourt, il y a quelque chose qui devrait vous plaire. Et en plus, le 4e et dernier opus de cette adaptation en manga du roman de Rainbow Rowell sort le 20 août. Si c'est pas beau.
Oh, et ce petit recueil de poésie français, Pipi les dents et Oli, je l'ai mis plus en décoration parce que clairement, il n'a rien à faire dans les étagères VO, mais je l'aime tout beaucoup, il m'avait énormément, infiniment ému quand je l'ai découvert, donc je le laisse là, bien en évidence, en plus avec un Smisky qui se frotte les yeux avec son oreiller parce que je trouve que Pipi les dents et Oli et lui ont la même vibe, en plus il y a du vert, bref on est dans le bon dress code, et voilà, je le garde précieusement. Ça fait partie des livres qui ne sont pas à leur place, mais que j'avais envie de mettre en avant. En dessous, vous avez toute ma pochothèque avec les totems de chez Gellmeister, les Blackwater de Toussaint l'Ouverture, ainsi que mes semi-poches intégrales de chez J'ai lu d'Outlander, les 3 premiers volumes parce que j'ai calé au milieu du 4 et que je n'ai jamais réussi à reprendre, donc j'avais fini par l'abandonner et le revendre. Vous avez aussi ma collection de livres audio en CD pour le prix Audiolib 2024. Et en dessous vous avez là vraiment tous mes poches, toutes maisons confondues, pocket, j'ai lu, le livre de poche, avec uniquement des incontournables qui sont là depuis des années et qui vont y rester. Là où vous avez un comics slash artbook signé par Cassandra Calin, qui est une illustratrice que je suivais quasi religieusement sur Instagram il y a de cela de nombreuses années. Et elle est en très bonne compagnie puisqu'elle est entourée des 2 Funko Pop de Mia et Sébastien, les 2 héros principaux de La La Land, mon film préféré de tous les temps. Juste en dessous, vous avez les Heartstoppers, ma lampe Bubble Tea, et vous avez aussi le très beau Séance Tea Party signé par Rimi Naï, qui reste à ce jour mon favori de l'autrice. En dessous, on reste dans les comics, dans les graphiques, avec ma collection de Space Boy de Stephen McCranie, qui est un webcomic que j'aime énormément. Je vous l'ai recommandé je ne sais pas à combien de reprises sur la chaîne, donc si vous êtes encore à la recherche de recos graphiques, celui-ci devrait se situer très en haut de votre liste. On a encore du Jen Wang avec son très chouette IRL, et une romance MM très mignonne qui sent bon les embruns, l'été et la pâtisserie avec Bloom. D'ailleurs, si vous cherchez un one-shot un peu dans l'esprit, la dynamique de Heartstopper, avec de jolis dessins, une tonalité très douce mais des thématiques mine de rien assez prenantes, il a été traduit en français sous le titre La saveur du printemps. Évidemment, je vous montre ma peluche Jellycat en forme de bubble tea parce que Jellycat c'est une marque qu'on aime très fort à la maison. Mia en a des tonnes, d'ailleurs son doudou c'est un poulpe de Jellycat. Et quand j'ai vu qu'il sortait un bubble tea, vous pensez bien que c'était tout indiqué, je ne pouvais pas passer à côté. Je crois qu'il coûte quand même 30 balles, donc on n'est pas sur une peluche accessible, mais c'est un peu la mascotte de la chaîne dans la bibliothèque quoi. Graphique un jour, graphique toujours avec l'étage d'en dessous, une immense passion pour la BD Witch, et ce qui explique que une fois adulte, j'ai acheté les éditions, pas intégrales mais en tout cas qui regroupent, je sais plus, 2 ou 3 volumes par bouquin en VO, et que j'en ai quand même acheté 12, même si je crois qu'il en existe à peu près 36 pour venir au bout de l'histoire. Je n'ai pas ni les moyens, ni le temps, ni la place de tout stocker, mais je me suis dit que déjà les 12 premiers volumes, ça me permettrait de rebalayer les histoires que j'ai le plus lues étant gamine. Bref, Witch, souvenir d'enfance et truc très précieux dans ma bibliothèque. Et à côté des Witch, rien à voir avec le Canigou puisqu'on a les 2 tomes des notes de Boulet publiés chez Delcourt que je conserve parce que ce sont mes préférés. J'ai jamais poursuivi la collection parce que ça coûte cher et que la mise en page est pas forcément très agréable, mais Boulet c'est quand même un esprit assez brillant et érudit. Et là je vais faire un truc pas très chronologique parce que je vais vous montrer à la fois le bas de l'étagère sur laquelle on était et celle d'à côté parce que j'ai pas envie de rechanger le plan indéfiniment, à remonter, à redescendre parce qu'il faut tout que je règle, les spots, bref, c'est un peu chiant, donc je vais faire d'une pierre deux coups, d'autant que les 2 sont consacrés au manga. Là vous avez ma série La Petite Faiseuse de livres avec le premier arc et le début du second, et puis vous avez aussi les 2 premiers tomes de Migratory Birds and Snails. Et derrière mes fesses, donc je vais me pousser prestement, nous avons peut-être l'étagère la moins logique du monde parce que vous avez à la fois des mangas, vous voyez typiquement l'édition colossale tome 10 de l'Attaque des Titans, avec des graphiques, notamment l'excellentissime Pénis de table de Cookie Calcaire que je vous conseille. C'est vraiment comme son titre l'indique, des tours de table autour de la masculinité qui met en scène des discussions entre mecs sur plusieurs thématiques. Chaque histoire a ses
couleurs prégnantes et je trouve que c'est hyper intelligent, instructif, c'est franchement très cool. Et quand je vous dis que ça n'a aucune tronche, c'est que mélanger l'Attaque des Titans avec Le Monde au balcon, qui est le carnet rédigé par Sophie Lambda au moment du confinement, ça n'a aucun sens. C'est des trucs très mignons, humoristiques, hyper terre à terre sur le confinement, sur voilà, les souvenirs de ce qui se passait en France et dans l'appartement de Sophie Lambda à ce moment-là. Franchement, c'est assez chouette à lire, mais ça n'a rien à faire avec l'Attaque des Titans et encore moins avec les 2 tomes de Evol, qui est un manga hyper dark, hyper violent sur le dessous des super-héros, disons. Et puis à côté de ça, vous avez des webtoons avec Our Beloved Summer que je vous ai présenté dans un vlog lecture sur Instagram, qui côtoie allègrement Baby Bleu de Marion Neil, l'un de mes gros coups de cœur graphiques de cette année autour du postpartum, et juste à côté duquel on va trouver mes 2 bandes dessinées. C'est même pas érotique, là c'est carrément porno, donc je vais m'abstenir de les montrer pour vous les montrer à la caméra, mais les 2 sont signés Aude Picot qui est une autrice que j'adore, et donc qu'elle écrive des trucs un peu tranche de vie, contemplatif sur le couple ou alors sur le burn-out ou sa traversée de l'Atlantique. Pour le coup je crois que je l'ai pas gardé Transat parce que ça m'avait vraiment ennuyé, mais même si c'est du porno, si c'est signé au Pico, c'est ok. Et à côté de ça vous avez le Super Family Life qui est un peu plus de la bande dessinée de papa mais autour d'une vie de famille dans ce qu'elle a de plus quotidien et exceptionnel. Vraiment ça m'avait fait rire, ça m'avait fait pleurer et ça c'était avant d'avoir Mia, donc je pense que ce serait d'autant plus exacerbé maintenant. Petite dose d'humour et de nostalgie aussi avec Parents des années 80, également signé par Cookie Calcaire. C'est un auteur pareil qui fait partie de mes achats directs dès que je vois son nom en librairie. Je crois que c'est une de ses dernières parutions et c'est des recueils d'histoires que ses abonnés lui avaient envoyés sur Instagram sur leur enfance dans les années 80 et qu'il a illustré en quelques planches hyper rapides et c'est très savoureux. Et maintenant que j'ai rangé mon bordel, je vais pouvoir rebouger mes fesses pour vous montrer ce qui se cache ici. Vous avez les 3 livres manga qui sont sans doute les plus décolorés de mon palmarès et pourtant vous savez que les livres qui se sont décolorés dans le sud, ça a été un fléau pendant des années. Il y a des bouquins que j'ai dû racheter parce que c'est vraiment, les dos étaient devenus illisibles. Et ceux qui ont fait exception à la règle dans le sens où je les ai gardés en l'état alors que franchement c'est pas très beau, c'est les 3 premiers tomes du Maître des Livres qui est un manga qui est publié chez Komiku. Je sais pas s'il est encore en cours, terminé, j'ai un peu lâché la rampe parce que je les ai trop enchaînés et maintenant j'aimerais bien me procurer la suite parce que j'aimerais m'y remettre mais de façon beaucoup plus tranquille, pas les enchaîner les uns à la suite des autres parce que le Maître des Livres c'est l'histoire, le quotidien de bibliothécaire dans la bibliothèque qui s'appelle la Rose Trémière de mémoire, mais vraiment ça doit faire 6 ans que j'ai pas mis le nez dans un tome. Et oui c'est ça, la bibliothèque pour enfants La Rose Trémière, c'est marqué dans le résumé du premier volume. Et on va tout simplement suivre leur métier, leur quotidien, leur pratique avec les différents usagers de la bibliothèque, entrecoupés de beaucoup de références littéraires. Bref, c'est très chouette à lire quand même avec parcimonie pour ne pas se lasser. Et quand je vous dis que vraiment ils sont défigurés, c'est que là vous avez l'impression que c'est un peu vert, hyper pastel, alors qu'en fait pas du tout. C'est censé être vraiment dans ces tonalités là, donc je vous les mets côte-côte pour que vous vous rendiez compte que ça n'a rien à voir avec l'état neuf. Et vous voyez un peu, je pense pas que vous le verrez potentiellement à l'écran, mais là vous voyez tout à fait la démarcation où on passe du côté vert-bleu aux bonnes couleurs. Moralité, l'exposition plein sud, c'est très cool, mais pensez à protéger vos livres. Maintenant mon bureau se trouve côté nord de la maison, donc je devrais être épargnée. Je ne m'en souvenais plus, mais les 2 premiers tomes de ma série d'amour minuscule ont également subi le même sort. C'est des couleurs totalement passées, alors que sur les couvertures, on est sur les bonnes tonalités. Vraiment, c'est quelque chose. Minuscule, je vous les présente pas, mais à lire d'office, pareil, du tranche de vie mignon qui se passe dans la forêt avec des personnages qui font du savon, qui boivent des coups, qui mangent, qui vraiment... excellent, excellent, excellent. Et dans une ambiance radicalement différente, mais c'est le manga qui m'a complètement fait replonger dans le genre, outre les quelques shoujo que j'avais lus étant pré-ado. Et bien c'est les Kasane de Daruma Matsuura qui met en scène l'histoire d'une petite fille défigurée dès la naissance avec vraiment une bouche
en cicatrice étirée sur le visage et un visage qui fait peur. Sa mère l'a toujours caché et quand sa mère, qui est une actrice magnifique, va mourir, elle va lui léguer un tube de rouge à lèvres qui a pour propriété plus que déstabilisante de vous permettre d'emprunter, de voler le visage de la personne que vous embrassez une fois que vous l'avez appliqué sur vos lèvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de ce rouge à lèvres magique, mystérieux est limité dans le temps. Et Kasane, étant passionné de théâtre, va l'employer en dépit de toute morale et de toute éthique pour se faire un nom dans le milieu. Pareil, je ne vous présente plus Isabella Bird de Taiga Sasa qui fait partie de mes récits tranches de vie historiques favoris, de même que les Bride Stories. Ah là là, ils sont serrés comme des sardines quand le tome 15 va sortir, je sais pas où je vais le mettre, de Kaoru Mori, également publié chez Kiyun. Et pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'info, Bride Stories, c'est l'histoire de différentes tribus et personnages qui vivent sur la route de la soie et qui vont croiser le chemin d'un explorateur-chercheur qui va consigner un petit peu leur récit de vie, leur tradition, le tout avec des dessins et des planches d'une beauté à couper le souffle. Si vous n'aimez pas les mangas parce qu'il n'y a pas assez de soins apportés au dessin, Bride Stories va vous réconcilier avec le genre, c'est clair et net et obligé. Un peu comme les petits copains qui sont sur l'étagère du dessus, à savoir l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, parce que même si j'ai des petites choses à redire d'un point de vue scénaristique, qui est trop étiré d'un tome sur l'autre. Je veux dire, je crois qu'on a passé 3 ou 4 tomes sur un festival de magie, puisqu'on va y suivre l'histoire de Coco, qui va figer sa mère en statue de sel suite à un sortilège qui va mal tourner parce qu'elle était persuadée que la magie était réservée aux seuls sorciers. Il s'avère que non, et suite à cette découverte et ce tragique accident, Coco va être recrutée et prise sous l'aile de Kiefrey, un maître sorcier qui va l'emmener dans son atelier pour la former, et de là va découler toute une histoire de magie. Il y a aussi beaucoup de complots et de noirceurs qui sourdent en loin, en fond, mais qui de plus en plus font surface, émergent et suintent, un peu comme du pétrole qui glouterait jusqu'à la surface. Et bien certes, scénaristiquement ce n'est pas parfait. Par contre, d'un point de vue purement graphique, esthétique, c'est une masterclass tant tout est beau, c'est époustouflant, et ça explique aussi que je claque en moyenne 17 € par volume parce qu'à chaque fois j'achète les éditions collector qui viennent avec des artbooks, avec des puzzles, avec des seaux de cire, etc. etc. C'est, je pense, l'une des séries de manga qui m'a coûté le plus cher, qui me coûte le plus cher parce qu'elle est toujours en cours, mais pour laquelle je dépense avec plaisir et sans compter, presque. Et pour en finir avec cette première partie de la Mangatech, puisque vous voyez juste là la démarcation avec ma porte-fenêtre qui va nous permettre de glisser vers la suite et fin de ce bookshelf tour, nous avons encore 2 casiers de manga qui ne sont pas vraiment classés de façon très pertinente. J'avais essayé de faire une sorte de démarcation entre d'un côté plutôt les shoujo, le tranche de vie, le mignon, et de l'autre tout ce qui était seinen, shonen et trucs un peu plus adultes, mais il s'avère que j'avais pas suffisamment de matière de ce côté-là pour tout remplir, alors que ça débordait là-bas. Donc j'ai essayé quand même de faire des choses qui étaient plus élevées en termes de tranche d'âge que là-bas. C'est la raison pour laquelle ici vous allez retrouver ma collection de Spy Family. J'adore cette série humoristique alors que pourtant je n'aime ni les espions et pas franchement les blagues potaches, mais le mélange fonctionne hyper bien avec celui-ci. J'adore tous les personnages, les quiproquos et les imbroglios dans lesquels ils viennent se fourrer, et c'est notamment dû à l'une des jeunes héroïnes les plus attachantes et rigolote de toute l'histoire des mangas, à savoir Anya, qui adore les cacahuètes et qui est également télépathe, ce qui va lui sauver les miches d'un côté et la mettre dans de sérieuses panades de l'autre. Et c'est l'une des nouveautés d'ailleurs par rapport au bookshelf tour de l'année dernière, c'est que je me suis autorisé l'achat de quelques figurines vraiment manga japonaises, à commencer donc par celle de Anya et Bond, la petite fille et le chien dans Spy Family. Et puis vous avez à côté le Evans Design Team, un autre manga humoristique hyper instructif sur le monde animalier, sur le vivant, sur la faune, la flore, qui vont vous faire briller en société, en plus de vous faire franchement rigoler. En revanche, vous allez un peu moins vous marrer avec la série qui est rangée juste à côté, qui s'appelle Unsung Cinderella et qui se concentre sur le métier de pharmacien dans le milieu hospitalier au Japon.
hyper chouette. Et puis bon bah là-haut vous avez un beau pourri avec Full Night, le bateau de Thésée, Deep Sea Magmel Aquarium, Dans le sens du vent et The Elf and the Hunter, qui est peut-être celui qui a le moins sa place ici parce qu'on est sur de la fantasy très mignonne, cosy à souhait, en 5 tomes, alors qu'à côté vous avez du thriller, vous avez du mystère, vous avez des meurtres, mais en même temps Deep Sea Aquarium Magmel c'est pareil, c'est quelque chose de très doux. Donc je vous ai dit, mon classement est un peu approximatif, le principal c'est que moi je m'y retrouve, et surtout qu'on puisse glisser tranquillement vers la suite. Je me permets simplement une incartade parce que je sais que je vais avoir la question, en vous présentant le Leporello que j'ai accroché sur le côté de ce meuble bibliothèque. Il s'appelle La Confiture, fait partie de la collection Parenthèse des éditions Polystyrène, qui est une collection dédiée au Leporello. J'en ai d'ailleurs un autre de cette même collection signé par Carensac qu'il faut que j'accroche sur le meuble juste en face. Et ce fameux meuble juste en face, le voici, le voilà, que vous allez voir qu'il me reste pas mal de place de ce côté-ci, et tant mieux parce que je vous ai montré ma pile à lire qui déborde et que je préfère largement avoir de la marge et de quoi m'étaler que tout soit déjà complètement full et que je ne sache plus où mettre quoi. Ces 2 meubles d'angle là sont encore une fois consacrés au manga avec tout ce qui va être tranche de vie ici et shoujo juste là. Et puis ensuite gentiment on étire, on étale tous mes ouvrages plutôt jeunesse avec bon nombre d'éditeurs que j'adore. Et c'est pas trop mal ce petit spot avec vue sur les mangas et sur une partie de la fenêtre, j'aime assez. Vous retrouvez ici mon koinobori, c'est-à-dire un cerf-volant traditionnel japonais que les enfants accrochent le jour de la fête des enfants qui tombe au mois de mai. On l'avait trouvé dans une boutique japonaise dans le Marais avec mon mari et depuis il trône fièrement dans mes étagères derrière moi. Donc je vous le disais, on se retrouve avec pas mal de séries tranches de vie que j'aime de tout cœur. De toute façon vous savez que c'est l'un de mes genres de prédilection favoris. Et je peux réitérer mon grand amour et mon immense surprise vis-à-vis de Today's Burger. Un récit ultra gourmand autour des burgers avec une pointe de shonen juste qu'il faut pour vous donner envie de vous précipiter sur la suite. Est-il franchement nécessaire de vous parler de Freerun ou des Carnets de l'apothicaire qui sont 2 séries Kiun qui ont le vent en poupe en ce moment? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas je suis à jour dans les Carnets de l'apothicaire puisque j'ai lu le 13e tome hier. Et concernant Freerun, je suis à la bourre puisque j'ai un peu calé au tome 9. Je sais que je poursuivrai, mais pour l'instant je fais une petite pause parce que c'est quand même de la high fantasy assez contemplative et mélancolique. Et c'est un petit peu moins l'ambiance dans laquelle j'ai envie d'être en ce moment. Là encore vous avez un très joli mix de séries que j'aime beaucoup avec le magnifique Ocean Rush qui parle d'une femme récemment veuve qui a plus de 60 ans passés, va se réinscrire à la fac pour devenir réalisatrice. L'excellentissime Les Enfants d'Hippocrate sur le monde de la pédiatrie en milieu hospitalier. Le Choubidou BL Métamorphose qui met en scène le duo très attachant entre une jeune libraire et une mamie qui vont nouer une amitié très solide autour de leur amour immodéré pour les boys love. Et puis si vous cherchez un manga qui parle de bouffe et de famille, de cœur, vous pouvez toujours vous lancer dans Artiste Chef d'Exception. Ça va vous coller le smile et vous filer la dalle. Bon, pour l'étage suivant, je vous épargne mon petit laïus sur Aria the Masterpiece. Je vous montre simplement la figurine qui a rejoint cet étage consacré à mon manga favori. Je l'ai acheté, précommandé même en 2023, mais je l'ai reçu en début d'année, je l'ai unboxé avec vous sur Instagram et depuis, Akari le président garde un œil bien ouvert sur moi. Là-haut, en plus de mon Instax mini et du petit bonhomme en bois qui sert à dessiner alors que je ne dessine absolument pas, vous avez ma petite collection de yaoi boys love que j'aime d'amour et dont je vous parlerai peut-être dans un reel sur Instagram un de ces jours, si ça vous tente. Et à partir de cet étage jusqu'en bas, on est en mode 100% shoujo, de la romance à tous les étages, c'est le cas de le dire. Et je vous présente aussi 2 petites figurines qui ont rejoint ma collection. À Paris, où quand je traînais dans le quartier près de l'Opéra, je suis tombée sur une boutique qui était exclusivement consacrée à l'achat de boîtes surprises. Derrière eux, vous avez la très chouette série qui est maintenant terminée en 10 volumes, Jardin secret, avec l'un de mes personnages de manga masculin favoris. Lui est fils de fleuriste et elle est une lycéenne très belle, très gentille, très impliquée dans la vie de l'école associative, qui est brillante mais que les gens trouvent de prime abord assez froide, et quand les deux vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux et nous avec.
À côté vous avez les Sakura Saku qui est la dernière série en date de Iyo Sakisaka qui est une de mes autrices de shoujo chouchou. Et puis vous avez bien sûr l'excellentissime A Sign of Affection autour de l'histoire d'amour d'un étudiant qui a voyagé bon nombre d'années à l'étranger et d'une petite jeune fille sourde. Les deux vont tomber amoureux et depuis mon cœur ne fait que palpiter en même temps que les leurs. Vous avez aussi les pauvres vestiges de ma collection de la série À tes côtés. Si vous me suivez sur Patreon, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Et si c'est pas le cas, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de nous rejoindre, d'avoir du contenu exclusif et en prime l'explication sur mon rapport à cette série. On continue avec une étagère que j'aime beaucoup parce que non seulement il y a un très mignon carnet Totoro acheté au renard doré, ma collection triptyque de bougies Hawaiian Mei qui sentent toutes plus bon les unes que les autres, et surtout les Kiss Me at Midnight et Mon colloque d'enfer qui sont deux séries shoujo coup de cœur intersidéral. Et depuis je suis un peu en deuil et je ne trouve pas de nouvelles séries saga qui m'accrochent autant. D'ailleurs en parlant de romances publiées chez Pika très cool, j'avais aussi dévoré Les Sensuels Dilemmes qui est une série terminée en 7 tomes et qui, non content d'être très addictive, était aussi vachement intéressante parce que le personnage féminin principal a plus de 30 ans et elle va tomber amoureuse d'un homme un peu moins âgé qu'elle, voire même carrément moins âgé qu'elle parce que je crois qu'ils ont quasiment une dizaine d'années de différence. Et j'ai aimé ce changement de paradigme et tout ce que ça impliquait dans la gestion de leur relation. Vraiment très cool. Et sinon, surprise assez récente, toujours chez Pika, c'est Ton visage au clair de lune, une romance adolescente dont l'héroïne a une apparence assez androgyne. Et j'ai été très agréablement charmée par ces 2 premiers volumes, ce qui explique que les 2 suivants m'attendent très tranquillement dans ma pile à lire. Et tout en bas, autre lecture très marquante de mon enfance parce que je l'ai découvert dans un mini-mag qui faisait un article de recommandation de lecture et de gadgets à glisser dans sa valise pour partir en vacances d'été. Il s'agit de la série Peach Girl. Je ne vous montre que les 10 premiers volumes alors qu'en tout il y en a 18 et c'est vraiment mon tout premier shoujo. C'est une série que j'ai lue et relue et poncée. Je regardais même l'animé en version japonaise sous-titrée anglaise alors que j'étais en 4e, donc pas franchement à l'aise dans l'une ou l'autre des langues. Et j'adore, c'est un triangle amoureux avec beaucoup de trucs toxiques comme pas possible, surtout la némésis de Momo qu'on va suivre dans cette saga. Mais que voulez-vous, j'adore et j'ai d'ailleurs pour projet de tout relire dans une vidéo où je redécouvre tous les livres qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Et se trouveront aussi sans doute dans cette vidéo les Pink Diary et les Care First Love. Mon cœur de midinette est aux anges là. Et maintenant que nous avons balayé tout ce meuble d'angle, je vous propose que nous quittions gentiment les rivages du manga pour nous diriger vers le secteur des romans jeunesse. Tada! Vous avez une vue quasiment d'ensemble parce que tout ce qui est là-bas, je vous le montrerai très rapidement, il y a énormément de trous. En tout cas, là vous avez mes petits casiers qui sont dédiés à Anne de Green Gables et plus généralement aux publications qui sont signées Monsieur Toussaint Louverture, notamment les Souvenirs de Marnie qui est pour l'instant le seul outsider de ma collection Anne de Green Gables que j'aime beaucoup et qui va venir grandir puisque je suis enfin en train de lire le 7e. Je crois que c'est le 7e. Attendez, je compte. C'est bien le 7e. Juste en dessous, vous avez des fossiles de ma bibliothèque auxquels je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je vous parle de Maintenant, c'est ma vie de Meg Rosoff que j'ai lu mais à nauséam. Une vie ailleurs de Gabrielle Zevine que je vous ai présentée dans ma toute première vidéo sur la chaîne. Et Sortilège et sac à main de Sarah Mlinowski qui est également publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz comme les 2 précédents et qui est l'un de mes plaisirs d'enfance coupables parce qu'on suivait 2 sœurs issues d'une mère magicienne, sauf que des 2, seule Miri, la plus jeune, va développer des pouvoirs, ce qui rend Rachel, l'aînée, enragée et prête à faire toutes les bêtises. Et je me rends compte, sans même avoir relu le résumé, que j'avais bon sur les 2 prénoms, alors que ce bouquin, je l'ai lu la dernière fois, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, j'en ai maintenant 32. Et à côté de mes livres d'enfance, je vous présente Jean-Eudes, le poisson globe séché, qui est un cadeau de l'ancien propriétaire. Enfin en tout cas il nous restait pas mal de meubles et de cartons et de choses à déballer de l'ancien propriétaire qui est malheureusement décédé avant qu'on rachète la maison. Et parmi le fatras se trouvait ce poisson globe qu'on n'a vraiment pas eu cœur à jeter. Mais c'est vrai qu'il est un peu effrayant quand on le regarde de trop près avec les petits yeux et tout, mais
Je pense qu'on va lui trouver une jolie cloche et qu'on va lui permettre de vivre sa retraite tranquillement. Donc bienvenue Jean-Eudes. Vous avez tout en haut mes Gallimard jeunesse grand format avec des séries indéboulonnables comme Les Royaumes du Nord, Les Magic Charlie, Les Fiancés de l'hiver, Les Mystères de Larry Spem, Les Chroniques de l'érable et du cerisier et bien d'autres titres dont je vous ai rebattu les oreilles. Et juste en dessous, vous avez toute ma collection Pocket Jeunesse Lumen avec des séries indétrônables comme Hunger Games, Nevermore, la saga Small Spaces de Catherine Arden, mon premier tome rescapé des Gardiens des Cités Perdues puisque j'ai abandonné cette série au 9e volume, et tous les Victoria Schwab que j'ai lus et aimés. Sur l'étagère centrale, on est encore sur un beau mash-up d'éditeurs avec la saga incontournable Eragon, dont j'ai étalé la lecture du premier volume sur toute mon année de 5e. Je m'en souviens très bien parce que je voulais pas l'abandonner, mais en même temps je m'embêtais profondément dans ce premier tome, donc j'ai mis quasiment une année scolaire entière à le lire. Par contre, une fois arrivé au bout, j'ai défoncé la suite avec beaucoup d'avidité et un immense plaisir. Encore un souvenir d'enfance hyper marquant, c'est Kitty Lord et le secret des Néphilim. Je crois que c'est de la fantasy dystopie avec une histoire d'ordre secret, d'enfants qui étaient mis dans un établissement particulier parce qu'ils avaient des dons, et je ne sais plus, je crois qu'il y avait une histoire d'ange, enfin bon, bref, tout un bordel. Kitty Lord, je vais le relire cet automne dans le cadre d'une vidéo et ça me fait vraiment plaisir. L'ajout à cet étage, c'est bien sûr les 2 exemplaires reliés et brochés des Whisper Weeks qui est écrit par Jordan Lee et publié aux éditions Ozu. Je garde les deux parce que déjà j'aime les deux et puis surtout c'est un très beau souvenir d'une magnifique collaboration, d'un beau moment de lecture, donc j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à me décider lequel laisser passer, donc je garde les deux et ma foi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir plusieurs exemplaires d'un seul et même livre, et c'est pas non plus la seule occurrence dans cette bibliothèque, parce que je ne vous les ai pas montrés, mais je peux le faire tout de suite, puisque ma foi, c'est à propos. Si on considère que Anne est mon livre préféré, j'ai donc non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas 4, mais 5 éditions différentes du premier volume. Alors certes, dans le lot, il y a un album jeunesse en espagnol et une adaptation manga, mais quand même, ça reste la même histoire. Et en vrai, j'en ai 6 parce que j'ai aussi une édition anglaise tout carton, qui est une adaptation du premier tome pour enfants, mais qui est dans la chambre de billard. Je suis irrattrapable. Alors s'il vous plaît, faites pause sur la vidéo et prenez le temps de me dire si vous aussi vous avez plusieurs exemplaires de votre livre préféré, si vous aimez bien avoir plusieurs éditions de livres qui vous ont marqué. Bref, racontez-moi ça, j'ai vraiment hâte de vous lire et peut-être de me sentir un peu moins seule. En dessous et avec cet angle, vous commencez à avoir une vue sur les triangles des Bermudes et les zones désertiques, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer mes écoles des loisirs grand format avec les Sauveurs et Fils et les Hakata Witch, des séries dont je vous ai parlé à maintes reprises, je ne m'appesantis pas davantage. Et là vous avez l'étagère la moins fournie de toute la bibliothèque avec 2 titres de Clara Hérault et l'édition française de Fangirl, ainsi que Mon renard en plâtre, je sais pas exactement, en céramique, je sais pas trop en quoi il est, et mon album vinyle de Taylor Swift, qui est l'un de mes cadeaux d'anniversaire, et qui pour l'instant reste sous blister parce qu'on n'a plus de platine, qu'il faudra qu'on la rachète, mais que ça fait pas partie des priorités là tout de suite du déménagement. Tout en bas c'est encore un casier jeunesse avec ma trilogie Steam Sailors et des poches plutôt imaginaires. Et juste derrière, vous allez avoir encore une fois un charmant melting pot qui ne ressemble à rien avec ma collection des journaux d'une princesse qui est signée par Meg Cabot, qui fait partie de mes autrices d'enfance. Pareil, chérie, chouchou et adorée, ce qui explique qu'on ait également sa saga de Miss Lagaffe avec... Je me permets cette petite incartade parce que nous sommes entre adultes, avec ce premier tome qui m'a valu, je le reconnais, mes premiers émois en littérature, avec une scène olé olé qui se passe, je crois, dans un vignoble, dans une cave, sur des fûts de vin. Je ne vous en dis pas plus, mais je ne sais plus exactement à quel âge j'ai lu ça, je ne m'y attendais pas du tout, et la première fois j'étais hyper désarçonnée, mais ça m'a quand même laissé un petit souvenir ému. Je vais m'en vouloir au montage d'avoir partagé cette anecdote, mais écoutez, en même temps, qui n'a jamais eu un moment, une rencontre érotique avec un livre
pas forcément anticipé. Et ben voilà, jetez-moi une pierre, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas fait exprès. Ça s'est avéré que c'était là. Beaucoup plus soft mais très cool aussi, la série Mantine de Joe Witek. Et encore un livre très cher à mon cœur avec la saga des Arthur et les Minimoys, qui faisait partie vraiment des points de jonction qu'on avait avec mon frère parce qu'on n'avait pas des goûts communs, on avait 5 ans d'écart, donc quand on est jeune ça se ressent quand même très longtemps. Mais par contre l'un des trucs sur lesquels on se retrouvait, c'était notre amour pour Arthur et les Minimoys. Donc à chaque fois qu'on se voyait pendant les vacances ou autre, je lui rapportais les tomes que j'avais lus pour qu'il puisse enchaîner, on en parlait et moi je relisais celui d'avant ou celui d'après en même temps, histoire qu'on puisse partager quelque chose. Et oui, il y a des étiquettes de prix parce que j'ai perdu mes exemplaires d'origine et que je les ai rachetés dans un magasin de déstockage pour pas très cher, et que je vois que lui aussi il a été décoloré, mais c'est pas grave, on le garde, on l'aime. Bon, et là c'est carrément déprimant avec tous ces casiers vides, donc on ne va pas s'éterniser, mais je voulais encore une fois vous montrer les casiers dédiés aux graphiques bande dessinée. J'ai essayé vraiment de respecter le fait qu'il y ait l'adulte là-bas, l'enfant, l'ado ici. C'est pas franchement abouti jusqu'au bout, il y a quelques exceptions, mais parce que question de place, c'est pas grave du tout. Et puisque je vous ai fait une petite sélection à main levée de titres que j'adore de l'autre côté, et bien on va faire pareil ici. Évidemment, comment parler de BD jeunesse sans vous conseiller Les Bergères Guerrières? Un indispensable, c'est magnifique, faut lire Les Bergères Guerrières. Je sais que je vous saoule depuis longtemps, mais il faut aussi lire les Hilda de Luke Pearson, que ce soit dans les versions bande dessinée ou dans la version animée qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment excellente aussi. Je vous ferai pas l'affront de vous recommander Lou, je veux dire c'est évident. Par contre, je peux également rappeler à votre bon souvenir Bichon de David Gilson. Il n'y a que 3 tomes malheureusement dans cette série, alors que à l'époque j'en aurais voulu 50 sans aucun problème. C'est l'histoire d'un petit garçon qui adore tout ce qui est rose, à paillettes, les licornes, les tenues de princesse. Ses parents sont à fond derrière lui, mais il se frotte, il se pique et se retrouve parfois confronté au regard d'autres adultes ou d'autres enfants qui ne comprennent pas sa passion, qui ne comprennent pas ses goûts et du coup son identité. C'est une BD très drôle, très touchante, mais mine de rien aussi qui pince et qui fait du bien. À ajouter aussi dans votre bibliothèque si ce n'est pas déjà fait, Pépin et Olivia de Camille Jourdi, Ours de Ben Quinn, Lightfall de Tim Probert, La Princesse et le Croque-Monsieur, Cody de Jared Cullum, Sabrina the Teenage Witch, la version de Kelly Thompson, et Aubépine de Carensac et Tom Picot évidemment. On n'y croyait peut-être plus, mais nous voyons enfin le bout de ce bookshelf tour. Je vous présente les quelques dernières petites choses étagères qui auraient échappé encore à votre regard, mais comme vous le voyez, elles ne sont pas bien fournies. Vous avez en haut mes résidus reliquats de Gallimard qui sont juste à côté, avec ma collection de Funko Pop, en tout cas ce qu'il en reste, les 5 tomes illustrés par Jim Kay. Pour celles et ceux qui auraient comme moi eu envie, peut-être réfléchi à l'idée de basculer sur la collection créée par Minalima, eh bien ne le faites pas, puisque le studio a annoncé qu'il n'avait pas été mandaté pour adapter le tome 4 et les suivants, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des tomes à 45 €, les 3 premiers, vous n'aurez jamais de collection complète, ce qui est très dommage. Alors les 3 premiers sont magnifiques en l'état, mais si vous vouliez vraiment tout dans votre bibliothèque, vous allez être déçus parce que ça s'arrête aussi de ce côté-là. Je sais pas à quoi ça tient, si c'est des problèmes de contrat, de gros sous, de rendement, franchement je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que ça ne se fera pas. Visiblement tous ces projets d'adaptation sont un peu maudits, mais écoutez, moi je garde les 5 de Jim Kay précieusement parce que je les aime beaucoup. Et puis juste en dessous, vous avez ma collection de Sarbacane, collection Exprime et Pépix. Mais Pépix, c'est principalement le journal de Gurty de Bertrand Santini, avec quelques petites exceptions. Vous avez le très très chouette Lettre à toi qui m'aimes de Julia Thévenot. Je lui avais consacré une vidéo intégralement dédiée. Pareil, je vous remettrai ça quelque part si ça vous intéresse. Et puis vous avez de très beaux petits coups de cœur, un peu vieux mais quand même chouettes, avec par exemple Brexit Romance de Clémentine Beauvais, Félicratie Bord de terre de Julia Thévenot évidemment, Dylan Dubois de Martine Pouchan, Les enfants des feuillantines de Célia Garino, ou encore Falalalalala d'Émilie Chazeran. Juste ici, ce sont les survivants et survivantes de mon abonnement à Latébox. C'est très pratique parce que dedans je mets tout ce qui est connectique,
papeterie, de quoi faire du scrapbooking, des photos, des cartes souvenirs, etc. Ce qui me permet de tout ranger, d'avoir tout sous la main et que ça reste quand même assez joli dans la bibliothèque. Et enfin parce qu'ils sont tout seuls, pauvres et abandonnés juste là-bas, que vous vous dites qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, je vous parle juste de Plein Ciel et de Fleur d'Oco. Fleur d'Oco, ma lecture en cours, et Plein Ciel, l'une de mes dernières lectures papier terminées qu'il faut que je prenne en photo pour vous le chroniquer sur Instagram, tout simplement. Donc je me les garde sous la main, histoire que ce soit accessible depuis mon bureau, mais ils ne sont pas destinés à rester là. C'est sur cette note que s'achève ce bookshelf tour. J'espère très sincèrement que cette vision d'ensemble globale de ma pièce bureau-bibliothèque consacrée à mon travail mais aussi à mes moments d'évasion vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à me raconter tout ça dans les commentaires, je suis très curieuse de vos retours. Et si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez en avoir davantage, je vous invite à rejoindre l'aventure Patreon. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement et amoureusement tous les pradouillets et pradouillettes qui m'y soutiennent déjà. Sur cette plateforme, vous pourrez retrouver un book club, des conseils de lecture, des vidéos, des lives et bien d'autres contenus exclusifs, alors n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit. En attendant de vous retrouver sur les réseaux et de vous lire dans les commentaires, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!